Écoutez, personnellement, j'ai été extrêmement émue en revoyant ce film, tout simplement parce que j'ai très bien connu Anna. Je l'ai connue en 1999, quelques mois après le début de la Seconde Guerre tchétchène, à Moscou, parce que justement, je suis venue avec une éditrice pour lui proposer de publier une collection de ses articles dans Novaya Gazeta, et c'est comme ça qu'a commencé notre excusez-moi, notre amitié. Et comme vous savez peut-être, j'ai traduit la plupart de ses livres, donc pour moi c'est une formidable plongée dans la vie d'Anna. Je pense que le ton du film est très juste. La seule chose que je n'ai pas repérée quand je l'ai vu il y a déjà quelques années, il y a un formidable travail qui a été fait par l'équipe d'étudiants de Sciences Po qui ont fait les sous-titres français. On peut seulement peut-être regretter, mais bon, ça va être peut-être corrigé pour la prochaine fois. Je pense qu'il aurait fallu aussi traduire les noms et les fonctions des intervenants pour ceux qui ne lisent pas le russe. Je vais passer la parole d'abord à Marie pour qu'elle nous parle un peu d'Anna, et ensuite à Isabelle Mandrot pour qu'elle nous parle un peu de son expérience russe et de ce qu'est devenue la Russie de Poutine aujourd'hui. Il faut dire que quand vous voyez ces scènes d'il y a 30 ans, quand il y avait ce formidable élan du peuple entier de se libérer et d'aller vers la démocratie, on a du mal à comprendre comment la Russie en est arrivée à ce qui se passe actuellement. Marie. Merci Galia. C'est vraiment une grande joie pour moi et pour nous trois de pouvoir
parler d'Anna Politkovskaya avec vous, 15 ans plus tard. Depuis ce matin, je suis très émue en pensant à Anna, et j'ai tout de suite évidemment ouvert son journal sur mon écran, la Novaya Gazeta, qui a mis en ligne un beau documentaire sur Anna. D'ailleurs, une bonne partie des images sont reprises du film que nous venons de voir. Et je suis toujours impressionnée de voir chaque année, le 7 octobre, à quel point Anna est présente. C'est-à-dire que le film se termine sur une note qui est très sombre et pessimiste, de cette femme qui dit finalement voilà, elle est morte, elle aurait pu faire un autre choix, s'occuper de ses enfants plus longtemps, s'installer en Norvège avec son compagnon et écrire des livres. Et ben non, finalement, heureusement qu'elle a fait ce choix de continuer à travailler jusqu'au bout. Elle connaissait les risques qu'elle prenait, et pour nous tous, pour les Russes, pour les Tchétchènes, ce qu'elle nous a laissé, et qui est toujours incroyablement vivant, parce que non seulement nous avons beaucoup de films d'elle, mais tout son travail traduit dans des dizaines de langues, et c'est ce qu'Anna souhaitait. Elle voulait absolument remplir sa mission. Elle avait compris à un moment, son travail est devenu sa vie, son destin, sa mission. Elle voulait aller jusqu'au bout. Je me souviens très bien de notre dernier entretien en septembre 2006, où elle est venue me retrouver dans l'hôtel très chic sur Kuznetsky Most, où nous étions installés avec une vingtaine d'autres russologues européens et américains, et nous attendions le bus pour aller rencontrer Vladimir Vladimirovitch pour la 3e année consécutive à Novo-Ogarievo dans sa résidence. Et comme toujours, on attendait au moins 2-3 heures. Et Anna m'avait dit, écoute, alors je viens te rejoindre, on va prendre un petit café à l'hôtel avant que tu ailles voir Poutine, et puis surtout, tu me raconteras après. Et Anna était en pleine forme, elle revenait du Caucase, du Nord-Caucase. Comme à chaque fois, elle m'a porté des très jolis cadeaux du Daghestan et de Tchétchénie. Et elle était, comme on la voit dans ce film, elle était en grande forme, elle allait mieux, elle s'était remise des maladies qu'elle avait contactées au moment de son empoisonnement, en tentant d'aller à Beslan, les scènes que vous avez vues en 2004. Et surtout, elle avait appris que sa fille était enceinte et qu'elle aurait une petite fille quelques mois plus tard. Et je me souviens qu'à un moment, elle m'a dit, écoute, je comprends pas, mais je ne reçois plus de menaces de mort. Et je me souviens que j'ai ressenti comme du métal froid en moi, et j'ai eu très peur quand elle m'a dit ça. Parce que j'avais passé un long moment chez elle le juillet précédent, où elle était très très nerveuse, elle recevait beaucoup de menaces, elle était vraiment... Et d'ailleurs, le beau chien que vous voyez à la fin, j'ai cru qu'il allait mais absolument me mettre par terre. Quand elle a ouvert la porte de son appartement, elle m'a dit, écoute, c'est mes enfants, ils ont tellement peur pour moi, ils voulaient absolument que j'ai un molosse, et donc j'ai un molosse. La seconde impression très forte que j'ai eue, qui est beaucoup plus négative, mais que je souhaite partager avec vous, c'est que donc nous étions une vingtaine des russologues les plus connus du monde occidental.
on était assis bien en évidence au café de l'hôtel. Donc tous les autres étaient en train d'attendre, soit de prendre un autre café ou de bavarder, de remonter dans leur chambre. Anna Politkovskaya, vous l'avez bien compris, était très connue déjà en 2004. Pas un n'est venu la saluer. Pas un n'est venu la saluer. Quelques semaines après, elle a donc été assassinée. On avait parlé au téléphone entre-temps. D'ailleurs, c'était le moment aussi où je lui avais apporté de la part de son éditeur, enfin Jean-François Boutor et Bugey-Chastel, la couverture du dernier livre, donc Journal d'une femme en colère. Et ça, je trouve que le film aussi, ce serait bien en version française qu'on rappelle que c'est toi, Galia, c'est nous les Français, les éditeurs français, les universitaires français, qui avons fait écrire Anna. Hein. Pratiquement tous ces livres ont été écrits ont été d'abord traduits en français et publiés en français. Et je me souviens aussi, ça c'était un moment très amusant. Je lui montre la couverture, mais elle m'a dit ça va pas du tout, ça. Vous me présentez comme une femme colérique. Voilà, tout ça en russe. Alors, je lui dis mais non, tu comprends pas. On dit pas du tout que tu es une femme colérique. On dit que tu es une femme en colère et ça c'est hyper positif. D'ailleurs, je te fais confiance. Si une femme en colère, c'est bien. Je lui dis oui, tu as absolument toutes les raisons d'être en colère. Et ce n'est pas du tout. Voilà. Et je crois que ça. Je voudrais terminer sur ce mot qui revenait souvent dans la voix d'Anna et qu'en regardant le film de la Novaya Gazeta, j'ai retrouvé, parce qu'il montrait l'un de ses derniers articles où elle parlait de la solitude, одиночество. Et ce qu'on peut-être on ne perçoit pas dans ce film où Anna est très vivante, très entourée, c'est l'immense solitude qu'a connue la grande reporter, la grande défenseuse des droits de l'homme, la très très courageuse femme qui voulait aller absolument jusqu'au bout de la vérité et du témoignage. C'est à quel point elle était seule, car elle était paria. Et elle m'a aussi, moi je l'avais appelée, donc après Beslan, qui donc a eu lieu pendant notre première rencontre du Club Valdai avec Poutine, où là aussi c'était impressionnant, on était dans cet hôtel à Novgorod à discuter, mais avec le ministre de la Défense, avec les proches de Poutine. Moi, j'apprends qu'il se passe quelque chose 1er septembre, jour de la rentrée des classes à Beslan. Et je suis la seule à sortir de cette salle. Donc, on était réunis pour bavarder avec les représentants du régime Poutine. Et finalement, je me suis levée, j'ai été dans la chambre. Heureusement, il y avait Euronews. J'ai suivi en direct la prise d'otage et les autres continuaient à bavarder. Il a fallu que je fasse un scandale pour qu'on arrête le programme de la conférence officielle. Voilà, donc cette solitude d'Anna qui lui a, je crois, énormément pesé. Donc après Beslan, quand elle est revenue très malade, elle a été vraiment malade pendant plusieurs mois, que je l'appelle, elle m'a dit, tu sais Marie, il y a une seule personne qui m'a appelée. Tellement ils ont la trouille, une seule personne. Et tu sais qui ? L'ambassadeur des États-Unis à Moscou. Voilà, c'est. Enfin, je suis pas du tout d'accord avec Alexei Venediktov, le patron de la radio Écho de Moscou. Et il faut prendre d'ailleurs tout ce que dit Venediktov maintenant avec beaucoup de précautions, surtout depuis son attitude récente. Pas du tout. Les journalistes, les reporters et notamment de la Novaya Gazeta et Elena Milashina qui a écrit un portrait aussi pour le livre que nous sortons, ils ont continué immédiatement
hein. Le journalisme a continué en Russie, pas seulement à Moscou, dans toutes les provinces. C'est devenu évidemment de plus en plus difficile de travailler sur les pays du Caucase. Ça a été dit dans le film. Des amis d'Anna ont été assassinés dans les années qui ont suivi, mais non, rien n'a arrêté le journalisme, le bon journalisme en Russie. Très souvent, il faut le reconnaître, un travail mené par des femmes. Oui, je vais peut-être ajouter 2 mots avant de passer la parole à Isabelle Mandreau. Ce qu'a dit Marie au sujet de la solitude d'Anna, je le confirme parce que on était très proches. Et elle me disait toujours que c'est une sorte de répit pour elle de venir en Occident parce que on l'a invitée, elle a été invitée par le Congrès américain, elle a été invitée par le Parlement européen, etc., etc. Elle a obtenu beaucoup de prix. Elle a obtenu beaucoup de prix et elle avait l'impression que elle essaie quand même d'expliquer aux Occidentaux qu'est-ce qui se passe en Russie. Mais alors, en Russie, vous l'avez vu un tout petit peu dans le film, où peut-être vous ne l'avez pas reconnu et le nom était en russe. Vous vous souvenez, un monsieur assez jeune et assez obèse qui dit oui, elle était Bykov, Dimitri Bykov. Voilà, elle était trop passionnée, c'est sa féminité, etc. Donc déjà c'est très sexiste ce qu'il raconte, mais surtout c'est l'avis qu'avait une grande partie de la confrérie de journalistes. Et des années après sa mort, je ne veux même pas nommer le nom parce que c'est un très grand journaliste qui a dû maintenant émigrer. Qui m'a dit, mais Galia, elle n'était pas journaliste, elle s'occupait des droits de l'homme, comme si c'était totalement irréconciliable. Alors que elle, quand elle allait en Tchétchénie pour faire ses reportages, vous comprenez qu'il y avait aucune loi là-bas, il y avait que des militaires. Il y avait pas de justice. Les Russes, les soldats russes, les officiers russes pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, tuer impunément, torturer, faire disparaître les gens, bombarder, etc., etc. Et quand elle revenait à Moscou, elle voyait une ville de plus en plus opulente, festive, où les gens pensaient comment passer les vacances aux Bahamas ou je ne sais pas où en Égypte, et pas cette guerre. Cette guerre, c'est comme s'il n'existait pas. Et donc elle venait, mais il y avait personne qui s'intéressait à ces histoires. À peine à Novaya Gazeta, à peine, pas toujours. Mais Dimitri Muratov, qui était rédacteur en chef, il a quand même le mérite de l'avoir toujours soutenu et gardé, mais la solitude et l'incompréhension, et même l'incompréhension de ses positions était incroyable. Or, elle était pour beaucoup de Tchétchènes, par exemple, mais aussi pour les Russes qui ont eu de très gros traumatismes, comme les gens de la Dubrovka, ce spectacle donc où il y avait la prise d'otages. Vous savez, elle était le dernier espoir de beaucoup de gens. Et quand elle venait en Tchétchénie et qu'elle entendait ces histoires, qu'elle vérifiait très soigneusement, ensuite elle essayait d'aider ces gens, de s'adresser à la justice, d'apporter des médicaments, d'obtenir l'évacuation d'une maison de retraite à Grozny, d'ailleurs, où les patients de cette maison de retraite, les habitants de cette maison de retraite, c'était des Russes, même pas des Tchétchènes, mais ils ont été abandonnés par le pouvoir. C'est elle qui a obtenu l'évacuation de cette maison de retraite. Donc, c'est une position, je dirais, de l'intelligentsia russe d'avant la révolution. La compassion pour le faible, l'aide aux démunis et ce qu'on appelle en russe совесть, la conscience, c'est-à-dire une qualité qui s'est beaucoup perdue dans
Russie contemporaine. Elle, si vous lisez ses textes, moi je pense qu'en fait, elle aurait pu devenir, à force d'écrire, un vrai grand écrivain, parce que elle avait une âme d'écrivain, et une âme d'écrivain russe dans le meilleur sens de ce mot. Voilà ce que je voulais ajouter, et parole à Isabelle. Et moi, je n'ai pas connu Anna Politkovskaya. Donc moi, ce que je veux un peu parler, c'est de mon métier de journaliste. Je suis journaliste et j'ai eu l'occasion d'aller à la fin de l'Union soviétique plusieurs fois en Russie et d'y retourner en correspondante du journal donc Le Monde en 2014. Et là, je peux vous dire qu'en 2014, c'était un vrai choc, tellement je n'ai pas reconnu le pays. Mais sur le témoignage de journaliste, moi, je suis particulièrement touchée par ce que dit Anna Politkovskaya pour avoir été moi-même sur un théâtre de guerre. Là, la solitude, elle est pour tout le monde. Tous les reporters de guerre, ceux qui sont trouvés sur... Et particulièrement quand ça concerne votre pays, vous êtes très seuls. Parce que, ou même, regardez par exemple en Europe, sur les migrants, on a beau écrire, on a beau décrire, on est quand même très seul par rapport à ça. Donc ça, c'est pas une particularité forcément russe. Mais ce qui est une particularité russe, c'est que quand vous êtes journaliste en Russie, vous risquez votre vie. Ce qui n'est pas le cas, nous. On peut se faire houspiller, etc., mais on ne risque pas notre vie. Anna Politkovskaya est la 3e victime des journalistes de Novaya Gazeta. Il y en a eu 6. Elle est la 3e. Tous ont été tués à partir des années 2000, du début des années 2000. Et Dmitri Muratov, donc qui était rédacteur en chef de Novaya Gazeta, que j'ai connu moi-même sur place en 2017 par exemple, quand j'étais encore correspondante sur place, a provoqué un petit peu a essayé de provoquer un électrochoc en disant je vais armer mes journalistes. On en est là en Russie. Je vais les armer, je vais leur donner une arme qu'ils puissent se défendre. Au bout de 6 collaborateurs et journalistes qui ont été tués, c'est un média martyr. C'est un média voilà qui a un certain poids même dans le monde des journalistes à l'international. Il a dit ça pourquoi? Parce que les menaces continuent. Et il me disait aucun des journalistes que nous avons perdus, donc les 6 depuis les années 2000, n'a été tué sur un théâtre de guerre, mais tous ont été tués en Russie en temps de paix. C'est ça la réalité aujourd'hui en Russie. C'est extrêmement difficile de faire son métier. Vous n'avez pas accès aux sources, vous risquez votre vie et vous avez les pires ennuis, quoi. Et alors, heureusement, Anna Politkovskaya ne voit pas aujourd'hui la suite, parce que moi-même, en étant correspondante, je suis allée en Tchétchénie, et c'est pour nous, les journalistes, c'est ce que je vais dire, ça va peut-être vous choquer, mais c'est pire que d'y aller pendant la guerre, parce que c'est pas seulement un risque physique d'un bombardement ou de choses comme ça, c'est que vous mettez les gens en danger. Alors, quand vous êtes journaliste, que vous suivez une guerre, forcément, vous faites pas trop les deux camps. Enfin, c'est très difficile. J'étais moi-même sur la guerre en Libye. J'étais pas tellement du côté des kadhafistes. J'étais plutôt du côté des rebelles, c'est vrai. Mais dans ces cas-là, on est accueillis. Les journalistes, on est très bien accueillis parce que la population, ce qu'elle a envie de partager, c'est ce qu'elle vit. C'est-à-dire l'atrocité, la douleur, les choses incroyables que vous pouvez vivre en temps de guerre, bien sûr. Et donc, d'ailleurs, Anna Politkovskaya raconte, moi, une anecdote qui n'en est pas une, d'ailleurs, mais qui m'a particulièrement touchée en tant que journaliste. C'est quand elle dit, ils ont abattu un gamin dans les chiottes en mettant au pied de la lettre, c'est une anecdote, mais en fait, non, c'en est pas une. C'est-à-dire qu'ils appliquaient au pied de la lettre ce qu'avait dit Poutine. Donc, c'est ce genre de choses, en fait, qui sont très, très importantes à raconter. Mais quand moi, je suis allée donc en Tchétchénie, en temps de paix, il n'y a plus de guerre là-bas, c'est encore pire que tout, parce que quand vous y allez, vous mettez les gens en danger. C'est-à-dire que maintenant, sous Kadyrov, d'abord, Grozny a été totalement rasé, donc totalement reconstruite, donc vous avez des super buildings avec flashy, avec plein de lumière, etc. Quoi. Et l'avenue Poutine. Et sur l'avenue Poutine, bien entendu, l'avenue Poutine, etc. Et vous avez un peuple qui a énormément souffert, comme très peu de peuples quand même ont souffert, qui vit maintenant sous la férule d'un des leurs, en plus, qui est terrible, installé par Poutine, c'est-à-dire Kadyrov, qui est une espèce d'autocrate absolu, un monstre en fait, hein, donc qui martyrise son propre peuple, etc. Et donc l'humiliation elle est encore plus grande et la douleur elle est encore plus vive
à la limite que de se battre contre un ennemi, quoi. Je veux dire, là, c'est, et à tel point, ça va à tel point que, par exemple, les tombes des soldats ou des Tchétchènes ont été recouverts par des tombes des fois de soldats ou de policiers russes. Donc c'est vraiment, ils vivent une situation très difficile. Et donc quand vous y allez maintenant aujourd'hui, vous êtes constamment suivi et vous mettez les gens en danger. C'est-à-dire moi j'y suis allée, donc moi en tant qu'occidental, bon, je veux dire c'est pas super facile, mais enfin bon voilà, je repars à Moscou, voilà, derrière moi j'ai 2 personnes qui ont dû fuir la Tchétchénie. Et là moi j'ai appelé ma rédaction en chef, j'ai dit je n'y vais pas, je n'y vais plus, parce que je mets les gens en danger. C'est-à-dire que après moi je peux à la limite aller et venir encore, ça va à peu près, mais après moi, là les gens vont être persécutés. Et les persécutions sur Kadyrov, c'est quelque chose. Vous risquez votre vie, vous risquez tout, votre maison, votre avenir, enfin tout, votre famille est impliquée, quoi. Donc c'est extrêmement difficile. Enfin voilà, Anna Politkovskaya, heureusement on n'a pas vu, c'est cette suite qui est vraiment terrible. C'est-à-dire que c'est encore pire, puisqu'il n'y a même pas un combat, il n'y a même pas une chose. C'est voilà, c'est l'anéantissement, pardon, de tout espoir aujourd'hui. Et donc après, ça c'est voilà, les droits de l'homme, ça n'existe plus. Moi, j'ai vécu la fermeture du dernier bureau des droits de l'homme en Tchétchénie. Après, c'est fini, ils ne peuvent plus. Le dernier défenseur, Ouyoub Titiev, quelqu'un de très bien que j'ai connu, etc., a été évidemment faussement pris soi-disant parce qu'on lui a trouvé un sachet de drogue dans sa voiture, a été condamné, etc. Donc il y a eu une mobilisation pour lui, mais c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Les Tchétchènes n'ont plus aucun espoir sur place. Franchement, donc ils sont très enfermés. Donc voilà la suite. Et la suite, elle est très difficile aussi aujourd'hui en Russie, puisque maintenant ils ont développé des médias de propagande qui sont extrêmement virulents. Et donc, quand vous êtes russe, vous regardez ça, si vous regardez ça toute la journée, il y a de quoi devenir fou, parce que faut voir les infos, enfin, c'est pas les informations, faut voir ce qu'ils diffusent, la propagande qu'ils diffusent, quoi. Et donc, vous avez un réduit, comme ça, de journalistes qui luttent, qui continuent à lutter, alors qu'ils sont extrêmement courageux, dont fait partie Novaya Gazeta, mais qui a de plus en plus de mal à quand même. Il y a aussi des questions financières, il faut bien vivre, donc c'est extrêmement difficile. Mais c'est sous une pression de plus en plus forte et de plus en plus avec des libertés qui se restreignent de plus en plus. Je vais donner un exemple aussi. Il y a tout juste un an, d'ailleurs, en octobre 2020, une journaliste de Nijni Novgorod, Irina Slavina, s'est immolée par le feu, victime de harcèlement, de persécution. À la 10e fois, on est venu saisir son ordinateur, perquisitionner chez elle et enlever même les ordinateurs de son fils, etc. Elle a craqué. Et qu'est-ce qu'elle voulait raconter? Alors, elle, c'était pas la Grande Guerre, hein, c'était même pas la Grande Guerre, c'était les histoires de corruption locale, les histoires, voilà, qui intéressent les gens. Et bien, justement, il y a une chose qui est très particulière en Russie, c'est que vous pouvez regarder Pierre Velikana, la première chaîne, par exemple. Vous n'avez jamais une information sur la Russie elle-même. Vous avez le méchant Obama, les affreux occidentaux, la crise des migrants amplifiée, etc., en Occident, etc. Mais vous n'avez jamais d'informations locales sur la Russie. Jamais. Donc les gens se réfugient des fois. Ça ne veut pas dire qu'ils sont passifs, ça ne veut pas dire que c'est une société passive, pas du tout. Mais ça veut dire que c'est une société qui n'a plus du tout de relais. Elle n'en a pas politique, elle en a difficilement en termes d'association, et elle en a de moins en moins par les médias. Donc la seule fenêtre, c'est encore les réseaux sociaux, etc. Et justement, c'est pour ça que en ce moment, les autorités russes essayent de fermer le robinet à Internet de plus en plus, quoi. Donc voilà, c'est ça la situation. Donc c'est-à-dire que ce qui est dramatique, ce qui s'est passé de façon dramatique avec Anna Politkovskaya, c'est poursuivi, puisqu'il y a eu encore 3 journalistes tués après elle. Moi-même, j'ai rencontré Boris Nemtsov, l'opposant, 2 jours avant son assassinat. Et ça a été un grand choc pour moi, parce que 2 jours avant, je le vois. Il allait sortir un rapport sur une autre guerre, c'est-à-dire celle de l'Ukraine, et il a été assassiné, encore une fois, avec beaucoup de symboles, comme Anna Politkovskaya, qui est assassinée le jour anniversaire, d'ailleurs, de Poutine, hein, c'est pas un hasard. Boris Nemtsov est assassiné de plusieurs balles au pied du Kremlin. Et c'était à l'époque, on parlait pas beaucoup de Navalny, c'était lui le premier opposant. C'est Boris Nemtsov. Et donc aujourd'hui encore, il y a des Russes qui vont porter des fleurs sur le pont Nemtsov, ce qu'on a appelé le pont Nemtsov, c'est-à-dire c'est au pied du Kremlin, il y a un pont,
là où il était abattu, c'est vraiment sous les fenêtres du Kremlin. Il a été abattu là, et il y a des Russes qui viennent porter des fleurs. Eh bien, tous les soirs, il y a des flics qui passent et qui ramassent les fleurs. Et les Russes viennent en remettre. Mais bon, voilà. Donc, c'est à tous les niveaux. En fait, c'est une dégradation assez sérieuse de la situation depuis Anna Politkovskaya. Et là, c'était sur un autre. Nemtsov allait sortir un autre rapport qui était donc sur la guerre. Ouais, le rapport est sorti. Oui, parce que ses collaborateurs ont poursuivi le travail qu'il avait commencé et on finit par le sortir. Mais lui, il n'est plus là. Oui, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Vous savez, Anna Politkovskaya a été peut-être la première qui a parlé dès 2001 de la fascisation de la Russie. Pourquoi? Parce que elle considérait que la Tchétchénie, qui est devenue un terrain sans loi, où on pouvait tout faire, où les Russes, citoyens russes, tuaient, torturaient, enlevaient, détruisaient d'autres citoyens russes, les Tchétchènes, que les répercussions sur toute la société vont tôt ou tard se produire, parce que ces centaines de milliers de soldats et officiers qui ont passé par la Tchétchénie, qui ont appris la brutalité, la cruauté absolument sans restreinte, ils revenaient ensuite dans la vie civile. Et les pratiques tchétchènes se sont développées. C'est-à-dire, il y a d'une part, bien sûr, le plan de Vladimir Poutine lui-même qui, par palier depuis 20 ans, a limité les libertés de plus en plus en Russie. Et d'autre part, il y avait quand même la transformation de la société. Et un des facteurs de la transformation de la société était ce qui s'est produit pendant la guerre tchétchène de façon totalement impunie. Ce qu'on peut dire aussi, pardon, Gaïa, c'est que ce qui s'est passé en Tchétchénie, c'est-à-dire les bombardements massifs sur les hôpitaux, sur les écoles, sur la société civile, donc pour évidemment contraindre les combattants à renoncer, puisque c'était leur propre famille et les civils ça a été reproduit à Alep, ça a été reproduit en Syrie, complètement, la même méthode. C'est-à-dire qu'on bombarde les hôpitaux, on bombarde les écoles, on dit après on va faire un petit corridor pour que les gens puissent sortir, mais c'est une façon évidemment de contraindre les combattants à lâcher les armes. C'est exactement le même scénario. De Grozny à Alep, c'est le même scénario qui s'est produit. Mais écoutez, voilà, on a fait un petit point, mais si on vous a réunis ici, c'est que pour que vous puissiez aussi nous poser des questions sur tout ce qui vous intéresse en rapport avec le film et Anna Politkovskaya ou d'autres questions également. À vous trois, ou l'une de vous trois. D'abord, pensez-vous, comme on l'a dit, que Anna Politkovskaya a été assassinée parce que elle enquêtait sur la prise d'otages au théâtre, et particulièrement la responsabilité de membres du FSB et donc de Vladimir Poutine dans la prise d'otages et la mise en scène du drame de la prise d'otages. Et deuxième question, pensez-vous que pour des opposants à des régimes totalitaires, répressifs, dictatoriaux, la seule solution soit de devenir martyr, comme il est mentionné dans le film, c'est un peu le destin d'Anna, et aussi celui de Navalny qui fait le choix d'aller se jeter dans la gueule du loup et qui est maintenant dans un camp de concentration. Y aurait-il d'autres possibilités que la voie du martyr? Je ne sais pas si vous pourrez répondre à la question. Vous voulez répondre, Isabelle? Bah, j'espère qu'il y a quand même encore d'autres voies quand même que celle de martyr. Voilà. Encore une fois, la société russe n'est pas tout à fait passive, hein, donc il y a des manifestations, il y a quand même des réactions. Les manifestations organisées par Navalny ont quand même
mis du monde dans la rue. Et si Poutine est de plus en plus dans un système répressif, c'est justement pour éviter que le couvercle se soulève. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. En revanche, encore une fois, moi j'ai assisté quasiment à l'assassinat de Nemtsov. Vous n'avez pas beaucoup de choix. Si, il y a toujours le choix. C'est un non-choix en fait. C'est un non-choix de l'exil. Mais ça veut dire que vous n'existez plus sur la scène d'intérieur. Khodorkovsky, justement, est sorti après 10 ans de colonie pénitentiaire. Il n'a pas eu le choix, il a été expulsé. Il a été expulsé, mais d'ailleurs, finalement, si Poutine a laissé partir Navalny après son empoisonnement, c'était dire, il ne reviendra pas, c'est fini. Là, le bug, si je puis dire, pour Vladimir Poutine, c'est que Navalny, il dit, je reviens. Non, c'était pas le scénario envisagé par le Kremlin, ça. Donc, mais si vous sortez, vous n'existez plus sur la scène intérieure. C'est un dilemme, c'est le dilemme de tous les jours. Donc aujourd'hui c'est Navalny, demain ça sera peut-être, ça sera toujours Navalny ou ça sera quelqu'un d'autre. Voilà, mais c'est extrêmement difficile parce que c'est un système, en fait, c'est comme on dit, ce sont les siloviki, c'est-à-dire l'appareil sécuritaire, tous ceux qui est au pouvoir aujourd'hui en Russie, c'est ça qu'il faut savoir. Donc c'est extrêmement difficile, mais c'est pas non plus c'est pas zéro. Voilà. Ce qui a provoqué le déclic, c'est-à-dire l'aboutissement d'un processus de décision qui est absolument indéfinissable. En d'autres termes, Anna Politkovskaya était l'ennemi public numéro 1 depuis des années. Elle savait elle-même qu'elle était désignée, puisqu'elle recevait des menaces de mort. Et elle savait que ce n'était pas que de la dissuasion. Elle raconte dans l'un de ses livres comment Kadyrov a joué avec sa vie à la roulette russe. Anna a frôlé la mort plusieurs fois. Donc, il n'y a pas eu un jour où, au sommet de cette pyramide de Silaviki, quelqu'un a écrit « Voilà, ça c'est le jour Anna Politkovskaya ». Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la décision n'est pas prise. Le terrain est préparé pour que, au moment où cela paraisse être le bon moment, la machine des petites mains se mette en route. Quelqu'un se charge du sale boulot. Voilà. Mais on ne peut pas remonter à un moment précis où un ordre aurait été donné. C'est très intéressant parce que ça a été tout de suite mon analyse, après avoir travaillé, évidemment, aussi enquêté sur tout cela, et presque personne ne me suivait dans cette analyse. Et ensuite, on a eu, je veux dire, la chance extraordinaire que Alexeï Navalny soit aussi un homme absolument exceptionnel, qu'il survive à cet empoisonnement au Novichok, qu'il mène une enquête avec Bellingcat et The Insider, et qu'il réussisse cet exploit qui a été de filmer et d'enregistrer sa conversation avec l'un des membres des 8, un groupe de 8 personnes du FSB qui le suivaient depuis des années pour finalement l'assassiner. Et je pense que certains d'entre vous ont pu voir cette vidéo, sinon allez sur YouTube et donc c'est absolument incroyable et c'est comme ça que Navalny va même, enfin il se fait passer pour un apparatchik du FSB qui doit faire un rapport. Il obtient même de cet homme qui est de formation chimiste. Il obtient même de savoir où a été mis le Novichok et l'homme lui répond dans le slip de Navalny et Navalny qui en plus ne change pas sa voix, c'est ça qui est incroyable, enfin incroyablement nul quoi ces services et Navalny lui dit
Bon, mais je dois noter aussi quelle est la couleur du slip. Et l'homme, comme un idiot, répond bleu, ce qui fait que depuis, à chaque fois qu'il y a une manifestation, tout le monde se promène avec un slip bleu pour. C'est très intéressant parce que dans le cas d'Alexeï Navalny, on voit bien qu'il n'y avait pas non plus d'instructions précises. Il devait le suivre. Non, rien n'était écrit à l'avance. Il y a eu d'autres tentatives avant. Et puis à un moment, voilà, quelque part la machine fait passer le message que cette fois-ci, voilà, il fait une tournée en Sibérie. Allez-y. Donc dire que Anna a été assassinée ce jour-là parce qu'il y avait des photos de torture et d'exactions en Tchétchénie qui devaient être publiées par la Novaya Gazeta quelques jours plus tard. Je pense que c'est pas vraiment l'analyse juste. En réalité, Anna continuait à travailler sur les exactions en Tchétchénie, mais elle travaillait aussi, et son journal travaillait sur la corruption, notamment la corruption dans l'armée. Et elle travaillait sur les victimes russes de la guerre en Tchétchénie et des exactions des Silaviki, et notamment auprès des conscrits et des soldats qui avaient été blessés pendant les 2 guerres en Tchétchénie, qui étaient livrés à eux-mêmes, personne ne s'occupait d'eux, ils écrivaient à Anna et elle allait les voir dans des banlieues de grandes villes de Russie. Et je pense que, au fond, le fait qu'elle continue à travailler au-delà de la guerre en Tchétchénie, c'était ça qui faisait probablement le plus peur au système et à tous ces organes de renseignement. Et enfin, dans ces assassinats, Nemtsov, tentative de meurtre contre Navalny, Anna, d'autres journalistes, des députés également, je crois qu'il y a un esprit de haine et de revanche qu'on a énormément de mal à comprendre. Parce qu'on pense que le pouvoir poutinien, c'est tout puissant. Mais en fait, non, il faut vraiment renverser la position. Et je trouve que ce qu'on voit bien dans le film, et c'était vraiment la force d'Anna, c'est de comprendre que plus ils allaient vers la répression, plus ils allaient vers une sorte de folie meurtrière, plus le régime s'affaiblissait. Et la lecture que je fais de leur panique totale devant la montée de la protestation, c'est-à-dire qu'il y a non seulement les manifestants qui ont le courage d'aller dans les rues des grandes villes, mais il y a des millions de personnes qui suivaient les sites de Navalny, la télévision de Navalny tous les soirs, des QG de campagne dans presque toutes les régions de Russie. Et donc, d'une certaine manière, l'accélération de la répression montre bien qu'ils se retrouvent assiégés et ont un réflexe du tout répressif. Et je crois que dans l'analyse de la situation aujourd'hui, il faut arriver à essayer de comprendre cet équilibre très fragile entre un pouvoir qui s'assiège lui-même, qui est de moins en moins en contact avec les gens et qui n'a pratiquement plus comme moyen pour rester au pouvoir que le diktat et la force des armes. J'ai une interprétation qui n'est pas foncièrement différente, mais quand même, moi j'ai beaucoup réfléchi aussi et je me dis sur ces tentatives ou ces assassinats, ils envoient des messages, c'est-à-dire que Poutine ne fait pas une répression massive à la mode stalinienne, c'est-à-dire tout le monde au goulag, etc.
il va prendre comme ça. Ça, il peut pas. Il peut pas. Oui. Bien sûr qu'il peut pas, parce que c'est pas la même époque, etc. Mais il va prendre comme ça des personnes bien choisies et il va soit ils vont soit essayer de le tuer ou en tout cas de neutraliser, et ça envoie un message à tout le monde. Bien sûr. Je dis ça parce que, par exemple, sur la tentative d'assassinat de Skripal en Grande-Bretagne et avant lui celle de Litvinenko, c'est un message qu'ils font passer à tous les espions, en fait. D'ailleurs, qu'il y en a beaucoup qui étaient devenus des cellules dormantes et que Poutine a réveillé, en fait, pour beaucoup. C'est un message, si vous trahissez, tôt ou tard, on vous trouvera et voici ce qui vous arrivera, quoi. Donc ça, vraiment, il fait passer des messages. Dans un registre un peu moins grave, mais qui fait partie quand même de la répression, quand Kirill Serebrennikov, le réalisateur, est attrapé, des procès interminables, mis en résidence surveillée, il a même fait ses films sans pouvoir avoir de contact ni avec Internet, etc., dans des conditions incroyables. C'est un message envoyé au monde de la culture. Vous dépassez les bornes, voici ce qui vous arrivera, quoi. Donc moi, je pense que il y a à la fois évidemment une sorte de répression qui s'amplifie parce qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas, parce que ça déborde toujours un peu quelque part. Donc oui, c'est un système qui dans une fuite en avant, mais c'est également en fait quelque chose d'assez organisé pour faire passer des messages, pour faire peur et quelque part ça marche, puisque évidemment Navalny a un sacré courage. Après, le personnage, enfin voilà, de toute manière, on sait pas ce qu'il peut, puisqu'il est empêché, donc personne peut se prononcer même sur un programme avec lui, puisqu'il peut rien faire. Mais lui, il a un courage, alors là, qui est impressionnant, quoi, parce que c'est quasiment dans l'ordre du sacrifice, quoi. Donc après son empoisonnement, je pense que Poutine était persuadé qu'il ne reviendrait pas. C'était dans la logique. Oui. Mais tout ça, ce sont des messages qu'ils veulent faire passer. Donc on en prend un, on sévit et on fait passer un message à tout le monde. Pour moi, c'est en tout cas oui, non, mais ça c'est évident. C'est la méthode Loukachenko en ce moment. Soit vous allez en exil, soit vous êtes torturé en prison. Non, absolument. Non, mais je pense que et Anna Politkovskaya, mais c'est organisé depuis plusieurs années avant sa mort, comme Navalny plusieurs années avant son assassinat, sa tentative d'assassinat, il le dit, il a commencé à être suivi en 2016, qui est moi le moment où j'ai commencé à le rencontrer. Donc, ils étaient condamnés. Ça, il y a absolument aucun doute. Comme Nemtsov, à un moment, on savait que en haut lieu, il était condamné. Ça veut dire, voilà. Mais ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ils font tout pour ne être dans le déni absolu. Ah oui, non mais ça c'est quand même important. Poutine qui est dans le déni du fait que ce sont ces hommes et son matériel militaire qui fait la guerre dans le Donbass. Il dit toujours qu'il n'y a jamais eu quelque armée que ce soit dans le Donbass. C'est important dans leur fonctionnement qu'il y ait maintenant un fonctionnement de mensonge permanent et surtout d'accuser l'autre. Donc on accuse l'autre. C'est les États-Unis, vous vous souvenez même de cette conversation extraordinaire au téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en septembre 2020, donc quelques semaines après l'empoisonnement de Navalny. Navalny a été sauvé, il est à l'hôpital de la Charité à Berlin. Donc Poutine reçoit tous ces coups de fil de tous ces chefs d'État et chefs de gouvernement pour quand même lui demander des comptes. Et il finit, alors la conversation dure longtemps, Emmanuel Macron, il sait quand même aller jusqu'au bout de son idée. Et Vladimir Poutine lui dit qu'il serait peut-être empoisonné lui-même pour faire parler de lui. Qu'on retrouve dans l'histoire d'Anna. Vous avez remarqué à Dresde, quand Poutine, qu'est-ce qu'il était jeune à l'époque, c'est impressionnant. Hein. Donc, Poutine qui répond que finalement, personne la connaissait en Russie, qu'elle n'avait pas d'influence. On avait l'impression d'entendre la phrase d'après dans sa tête.
ah ben finalement, ça a fait parler d'elle, et c'était ce qu'elle voulait. Donc, ben, je crois qu'il y a vraiment un aspect de cette terrible réalité qui est une forme de folie meurtrière, qui est une sorte de... voilà, on ne peut pas laisser vivre ceux qui sont connus, reconnus, qui donc ont de l'influence et qui ont le courage de critiquer le régime. Et ça, évidemment, c'est à la fois un message de dissuasion, faites attention, le prochain c'est vous, mais il me semble qu'aujourd'hui, ça marche moins bien qu'il y a 15 ans. Et on l'a vu dans le cas de Navalny. Bien entendu, on ne peut plus faire des grandes manifestations dehors, c'est trop dangereux, mais on sent bien que les millions de Russes qui n'en peuvent plus du régime, ils n'ont pas baissé les bras. Voilà. Donc la question ensuite, c'est quels sont les moyens d'action. Puis enfin, la Novaya Gazeta continue à travailler également. C'est-à-dire que si vous avez 20 ans aujourd'hui en Russie, vous n'avez connu que Vladimir Poutine. Ah oui. C'est aussi l'usure, quoi. Mais je voulais juste ajouter pour anecdote que dans l'affaire Skripal, les autorités russes ont avancé 30 versions différentes. Oui. Au moins. Ah oui, non, c'est une méthode comme une autre. La prochaine question, non, attendez, il y avait un monsieur d'abord. Par rapport au soutien à Novaya Gazeta, oui. C'est vrai si on pouvait, parce que moi je vais de temps en temps sur le site, quand je parle pas russe vraiment, mais en fait je un peu, je lis un petit peu, je le fais rapidement, pas le temps non plus, mais en fait je voudrais bien soutenir financièrement par le site et savoir si en tant que financement étranger, de l'étranger, c'est bien ou pas. Ils seront agents de l'étranger. Ils seront agents de l'étranger. Oui, voilà, c'est ça, mais ils le sont peut-être déjà, parce qu'ils sont peut-être déjà financés par d'autres personnes ou institutions de l'étranger. Mais... C'est difficile, il vaut mieux, je pense, trouver d'autres moyens de soutenir. Non, vraiment, voilà, alors ça aussi, ça fait partie de l'isolement de la société russe pour que le pouvoir puisse continuer à s'isoler dans sa forteresse assiégée. Enfin, il y a vraiment, et je crois que c'est ça que nous devons expliquer, c'est que il y a un enfermement de la société russe, et pas seulement des journalistes et des femmes et hommes politiques. Une autre question? Oui. Je me demandais simplement si Anna Politkovskaya, constatant que ces articles recevaient parfois un accueil froid du public apparemment construit, est-ce qu'elle ne s'est pas tournée vers des acteurs politiques? Est-ce qu'elle-même a eu envie de donner une dimension politique à ce combat? Quelle a été sa relation au mouvement social d'opposition, aux partis politiques, essayer de porter Okay. Ben écoutez, Anna a très attentivement suivi la vie politique. Et en fait, elle était totalement désolée parce que l'opposition russe, historiquement c'est comme ça, n'arrivait jamais à s'entendre pour parler d'un front uni. Vous voyez, il y avait des tentatives, il y avait même de temps à autre des alliances un peu contre nature, comme entre Kasparov et Limonov, mais foncièrement, il y a toujours eu beaucoup de clivages, souvent pour des petites choses. C'est très difficile de comprendre pourquoi c'est ainsi, mais je vous donne un exemple tout à fait récent. Vous savez, quand Navalny a été arrêté et emprisonné, Yavlinsky, qui est le leader historique de Yabloko, le parti d'opposition qui a connu ses heures de gloire dans les années 90, s'est prononcé contre lui à cause de ses très anciennes positions, d'ailleurs un peu exagérées par la presse, parce que il y a 18 ans, Navalny a participé à ce qu'on appelle la marche russe, qui est une grande manifestation maintenant
pas grande du tout, mais à l'époque, c'était une manifestation importante des nationalistes. Mais ensuite, Navalny a évolué, il a progressé. Et donc, l'homme se trouve en prison. Navalny se trouve en prison. Et Yavlinsky l'attaque publiquement. Vous voyez, ça dépasse l'entendement. Mais néanmoins, c'est vraiment le problème très profond et structurel de l'opposition russe. Voilà. Mais ce que je voulais savoir aussi, c'est si dans la vie d'Anna Politkovskaya, il y avait eu... Ah oui, mais non, je crois qu'elle n'a jamais voulu faire une carrière politique. D'ailleurs, elle se considérait purement, c'était des positions, je dirais, humanistes et droit-lemistes. Elle défendait la société civile, elle défendait les faibles contre les forts, elle essayait d'aider, elle était une très bonne analyste. Ce que certains collègues prenaient pour des grains de folie, en fait, comme je l'ai dit avant, elle était la première à parler de la fascisation de la société russe. Et si vous lisez son livre sur Poutine, elle a vu beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout évidentes à l'époque, mais qui le sont pleinement maintenant. Mais je crois qu'elle n'avait peut-être pas le tempérament politique. Je crois qu'elle n'a jamais voulu adhérer à un parti ou à un mouvement. En revanche, elle participait volontiers au forum, voilà, des démocrates russes. Quand elle était invitée, elle allait aux manifestations quand elle le pouvait. Enfin, elle le disait. Enfin, elle était une citoyenne. Et comme elle aimait me répéter de temps en temps, on me dit que je suis pas patriote, mais je suis la plus grande patriote puisque je m'intéresse à mes concitoyens. Donc, elle était engagée, mais certainement pas au sens des partis politiques, des élections. Mais je crois qu'on comprend bien aussi, après avoir vu ce film, que Anna, elle travaillait tout le temps. Enfin, c'était voilà, elle n'avait pas le temps pour une activité de militante politique, et je crois qu'elle était convaincue que tous ces articles dans la Novaya Gazeta, ces reportages, ces multiples conférences à l'étranger, ces livres, etc., c'était un travail et un témoignage et une transmission beaucoup plus importante que de tenter de mettre d'accord des différents égos des démocrates russes. Oui, d'ailleurs, je voudrais compléter ça. Vous savez, en France, on a publié plusieurs livres d'Anna et on a même publié un recueil posthume qui s'appelle Hommage à Anna, où plusieurs journalistes, les gens qui l'ont connue personnellement pour la plupart, ont écrit sur diverses facettes de sa personnalité. Mais en Russie, il y a un seul livre d'elle qui a été publié et après sa mort, Novaya Gazeta a publié un gros recueil, maintenant ils l'ont réédité, qui s'appelle Za что, pourquoi, pour quelle raison, c'est-à-dire pourquoi elle a été assassinée. Et cela en dit long aussi sur la situation en Russie parce que nous parlons d'il y a 15 ans, et déjà il y a plus de 15 ans, quand elle était encore en vie, il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas d'éditeur qui prenait le risque de la publier. Donc voilà, c'est aussi la solitude de l'écrivain qui ne trouve pas son lecteur. D'autres questions? Oui? Enlevez le masque. Sur l'actualité, sur les élections en Russie, il n'y a justement pas il n'y avait pas d'autres candidats. Mis à part Navalny, est-ce qu'il y avait d'autres candidats potentiels qui ont été éliminés par des moyens légaux ou autres qu'on ne connaît pas? Oui, Isabelle? Pas des figures, peut-être pas des figures nationales comme Navalny, mais localement, par exemple, il y a beaucoup de députés
et notamment un que je connais qui s'appelle Wyszynski, qui est à Saint-Pétersbourg, qui est un vieil opposant, Wisniewski, qui est un vieil opposant, enfin qui a quelques années de combat, de militantisme derrière lui, qui s'est présenté à Saint-Pétersbourg. Et là, ils ont trouvé quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont fait des affiches avec les mêmes noms, le même nom, les mêmes visages, mais 10 candidats différents. Mais le même nom, le même visage. Donc voilà, c'est grossier. Même pas. Non, même pas, Boris Wiszniewski. Mais non. Il y en avait qui avaient un autre prénom pour mais il y en avait qui avaient le même, Vladimir d'ailleurs. Oui. Et donc ils ont trouvé ce moyen-là. C'est grossier. Bon voilà, mais ce qui compte, c'est que évidemment le type qui va chercher son bulletin, il dit zut, il est où le bon là quoi. Donc c'est impossible. Après, il y en a plein au niveau local ou régional qui ont été absolument découragés de toutes les manières possibles. Ça va de la pression, la menace, l'impossibilité de s'inscrire. Il y en a quand même beaucoup qui sont barrés d'entrée de jeu, qui ne peuvent même pas se présenter quoi. Donc voilà, la seule opposition qui reste, enfin opposition entre guillemets, qu'on appelle d'ailleurs, c'est une particularité russe, une opposition systémique, ça n'existe qu'en Russie, moi j'ai jamais vu ça ailleurs, avec des alliés en fait à un parti communiste ou le parti de Vladimir Zhirinovsky, qui porte très mal son nom, le parti social-démocrate, là, mais c'est le parti libéral-démocrate, donc comment c'est LDPR j'ai oublié même démocrate. C'est tellement mal adapté. Libéral-démocrate, hein, c'est bien ça. C'est tellement mal adapté que bon voilà. Mais c'est des figurants, quoi. Ils comptent pas. Je veux dire, ils n'ont jamais voté contre quelque chose. Même si eux-mêmes, d'ailleurs, là, ils ont été pas bien traités non plus, hein. Mais voilà, c'est pas une opposition. Donc, la vraie opposition n'existe pas. À la Douma, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement russe, il n'y a aucun député d'opposition. Le dernier est parti en 2014. Donc, ce qu'on peut dire, Isabelle, c'est que ce n'est pas des élections, il ne faut pas les appeler des élections, oui. Et que ce n'est pas un parlement, voilà. Je vous invite à lire nos analyses sur la newsletter de Desk Russie, où on a suivi, voilà, et on a suivi ça de très près et avec des arguments et voilà. Donc, ce ne sont pas des élections, ce ne sont pas des partis politiques. L'opposition, elle existe, mais pas dans les institutions. Et enfin, il y a l'histoire de Boris Wiszniewski, mais il y a des histoires plus graves où des gens ont été emprisonnés, comme en Biélorussie en 2020, pour pas qu'ils puissent se présenter. Où là, carrément, on y va plus fort, on veut être sûr de les dégager. C'est voilà. Oui. En fait, ce qui est intéressant, je dirais, dans votre question, mais de nouveau, on a, je crois, toutes les trois suivi ça de près et écrit sur cette question, c'est plutôt de savoir pourquoi un régime qui a tellement dérivé vers vraiment ce qu'on peut appeler une forme de dictature, hein, de diktat, pourquoi est-ce qu'ils tiennent absolument à continuer ces mascarades d'élections au point d'aller vers ce genre de petits jeux grotesques où on présente une dizaine de Wiszniewski, et il faut s'interroger sur ce point. Donc il y a bien sûr la possibilité toujours pour le leadership de dire nous sommes toujours un régime démocratique, bon pour la façade et ne pas être traité tout à fait comme Loukachenko. Et je crois qu'il y a une autre question qu'on ne peut pas discuter ce soir, mais qui est importante, c'est que dans la Russie d'aujourd'hui, très différente de la Russie soviétique et encore plus de la Russie stalinienne, il est impossible sur le continent européen de rester chef de l'État de Russie, président de Russie, reconnu légitimement comme tel, si on ne se fait pas élire, même par une élection complètement contrôlée et manipulée. Et comme Vladimir Poutine a fait réviser sa constitution au point que ce ne soit plus une constitution, pour pouvoir, s'il le souhaite, se représenter et rester président, il ne peut pas complètement anéantir le suffrage universel
pour voilà, ressembler au régime chinois où il n'y a pas d'élection. Donc, il a besoin toujours de cet outil qu'il a évidemment complètement déformé pour pouvoir garder, entre guillemets, une légalité pour rester à la tête de l'État. Je crois que ça, c'est vraiment important et qui montre une grande faiblesse de ce type de régime, c'est que comme les institutions ont été vidées de leurs prérogatives et de leur sens, c'est tout un système qui fonctionne, à la fois dans le domaine économique, dans le domaine administratif, et qui est détaché des institutions publiques qui elles-mêmes ne fonctionnent plus du tout, et que le jour où il n'y a plus le simulacre d'élection et de président élu, eh bien, le système est vraiment au pouvoir, et tout le monde peut le voir. C'est-à-dire que ce n'est plus un État. On en est vraiment arrivé à ce stade, je crois, au bout de près de 22 ans de poutinisme, et voilà, ils ont poussé jusqu'à l'extrême limite la légalité, légitimité de leur régime. Et je crois que la bonne nouvelle, autant Anna aurait été désespérée de voir où est allé son pays dans les 15 ans qui ont suivi, autant je crois qu'elle serait passionnée par justement l'analyse de cette question et de comment les hommes au pouvoir n'ont pas pu anticiper cette perte de légitimité à la fois au sein de la population et dans les relations avec l'Europe. Et voilà, l'image quand même du régime s'est considérablement dégradée depuis les interventions en Ukraine en 2014 et avec l'accélération de la répression depuis quelques années. Monsieur, vous avez voulu une question, non? Ben, bon, attendez, je crois qu'il était avant. J'ai deux interrogations. La première, c'est concernant les mouvements d'opposition en Russie. Je m'appelle Gabriel Alphonse, j'étais ancien reporter au Kiev Post en Ukraine. Parlez plus fort, je crois qu'on vous entend pas bien. Excusez-moi, je suis ancien reporter donc en Ukraine au Kiev Post. J'ai deux interrogations. La première, c'est sur l'opposition, donc en Russie. Vous parlez effectivement de millions qui suivent Navalny, et c'est vrai. Maintenant, ça c'est la protestation. C'est la protestation. Voilà. Il me semble qu'il y a quand même un niveau de résignation de la part des Russes qui est bien plus élevé que ce que moi j'ai pu rencontrer en Ukraine, notamment lorsqu'on parle des systèmes de corruption locaux qui font que tout le monde au final y trouve son chemin. Et il me semble que il n'y a pas assez de force en fait en Russie, il n'y a pas assez d'envie pour qu'un jour on puisse renverser un gouvernement mené par Poutine ou par quelqu'un qui lui succéderait. Ce qui m'emmène donc à ma deuxième question, ou à ma deuxième interrogation plutôt, concernant Poutine et à sa succession, sa potentielle succession. Je n'ai pas suivi les débats qui ont potentiellement existé en Russie lors de la révision de la Constitution, mais lorsqu'on émet l'idée d'une succession de Poutine, qui ou comment pouvons-nous imaginer une suite qui lui-même, j'ai l'impression, n'imagine pas. Voilà. Mais personne n'ose évoquer la succession de Poutine en Russie. C'est interdit. Le moindre responsable politique qui oserait commencer à émerger comme ça, quick, enfin voilà. Donc c'est effectivement personne n'ose envisager ou n'ose aborder cette question. Elle se posera forcément un jour ou l'autre, ça c'est clair. Maintenant, il a envoyé, là encore, pour moi, un signal. C'est-à-dire quand il se garde la possibilité de se représenter, c'est-à-dire vous précipitez pas, hein, parce que si elle se trouve, ça va être encore moi, quoi. Donc voilà, c'est encore un message. C'est encore une façon de décourager, tout simplement, d'empêcher toute émergence d'une alternative. Il n'y a pas d'alternative à Poutine aujourd'hui.
qui a construit, encore une fois, comme chacun sait, tout son pouvoir sur une verticale du pouvoir absolu, quoi. Donc voilà. Donc après, sur la résignation des Russes, c'est vrai en partie. Et en même temps, on voit des tas d'occasions où finalement, ils sont comme tout le monde. Ils voient ils ont envie qu'on leur parle de leur vie quotidienne, de leur pouvoir d'achat, etc. Mais il faut voir ce qu'ils subissent comme propagande. Je veux dire, c'est absolument inouï, quoi. Je veux dire, franchement, hein, moi une fois j'ai voulu comme ça avec, j'avais un assistant. J'ai dit on va faire une semaine, on va regarder Pirville Canal. La première chaîne. Au bout d'une semaine, on a été d'une agressivité totale, quoi. Je crois qu'on aurait pu se manger l'un l'autre parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Mais on n'a pas idée de ce que c'est, quoi, cette propagande. On peut vous raconter n'importe quoi, mais franchement n'importe quoi. Je veux dire, ça va de la vulgarité d'Obama à, je sais pas, n'importe quoi, ou le jubilé de la reine d'Angleterre dont il faut pas parler parce que ça sera un événement trop gentil. Enfin bon, c'est vraiment c'est éprouvant, c'est très très éprouvant. Donc en fait, une des défenses d'une partie de la société russe, en tout cas de certains, c'est de plus avoir la télévision chez eux. Et moi, j'en connais plein qui ont fini par jeter le poste. C'est à ce point-là, quoi. Et ça, on a du mal à l'imaginer, nous, ici, en fait, ce que ça peut être. Donc il y a une partie de résignation, oui, aussi parce que qui il y a pas 110 000 choix. Et pour une partie des Russes, ils disent ça pourrait être encore pire. C'est-à-dire qu'il y a quelques camarades dans l'entourage de Vladimir Poutine, c'est vrai. Bon, on se dit, oh là là, ça pourrait être encore pire, quoi. Je veux dire, donc voilà, il n'y a pas d'alternative pour l'instant, il n'y en a aucune. Moi, je suis sûre que le jour où il y en a une, oui, là, je pense qu'il y aura peut-être du monde, quoi. Mais il faut qu'elle émerge. Et pour l'instant, elle émerge. Et vous savez, c'est très compliqué qu'elle émerge parce qu'il y a un vrai culte de la personnalité. Il y a, par exemple, tous les dimanches, une émission d'1 heure qui s'appelle Russie, Kremlin, Poutine. Et pendant 1 heure, on fait dans l'adulation la plus complète comment Poutine a accueilli un tel, comment il est passé dans le couloir, quelle sorte de bouquet il offre à Madame Merkel. C'est le ton de cette émission, c'est quelque chose, c'est une obséquiosité absolument incroyable. On lui fait peur avec des chiens. Oui, bien sûr. Non, mais bon, peu importe. Bref, on est au niveau du culte de Staline. Même Staline, toujours, il se faisait un peu modeste en disant non, mes camarades, il faut pas. Mais Poutine, je pense qu'il est assez content de ce culte de la personnalité. Et maintenant, n'importe quelle chose qu'on dit à la radio ou à la télévision, comme a dit Vladimir Poutine, il faut construire plus de jardins d'enfants. Vous voyez? Et tout est comme ça. Il y a pardon, Marie. Oui. Il y a un signe, c'est que les sondages, il existe des sondages. Bon, alors ils valent ce qu'ils valent en Russie. Hein, je veux dire, c'est quand vous appelez, bonjour, vous êtes pour qui? Il y a personne d'autre à sonder. J'ai voulu vous poser juste une Oui. question. Est-ce qu'il y a quelques ennemis? J'ai entendu dire que Poutine a quelques ennemis dans son entourage le plus proche. Vous avez des noms? Non, on va pas redevenir kremlinologue. Ça, c'est fini. Ça. Oui. Ah, alors, si l'ambassadeur de France est une petite souris au Kremlin. Il y a toujours des bagarres dans les clans sécuritaires, mais enfin bon, voilà. Non, bon. Non, mais je pense qu'il y a toutes sortes de thèmes dans des talk shows. Voilà, il y a la 5e colonne, la 6e colonne parmi les élites gouvernantes. Mais je crois que ça... Dans tous les systèmes fermés, il y a beaucoup de rumeurs, évidemment. Voilà. Il faut quand même s'occuper dans les couloirs. Écoutez, je pense que malheureusement, il est 11 heures. Oui. Il y a des gens qui commencent à partir. On va continuer d'ici un mois. Oui. On n'a pas encore la nouvelle date. Et l'événement n'est pas encore complètement défini, mais deuxième moitié de novembre, suivez les réseaux sociaux pour nous rejoindre pour une nouvelle rencontre. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.